Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes heureux d'accueillir à Strasbourg, sur France 24, le Premier ministre turc, M. Recep Tayyip Erdogan. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Pour commencer, Monsieur le Premier ministre, où en êtes-vous avec votre initiative lancée pour résoudre la crise libyenne? En ce moment, bien sûr, en tant que Turquie, nous essayons d'appliquer la résolution 1970 et 73 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous sommes pays membres de l'OTAN, comme vous le savez, et nous essayons de remplir les tâches qui nous incombent. La première de ces tâches est d'assurer la répartition de l'aide humanitaire, et une autre de ces tâches est d'assurer le contrôle de l'espace aérien. Et enfin, comme vous le savez également, en particulier d'apporter un soutien concernant l'embargo sur les armes. Donc en tant que Turquie, notre mission, nos responsabilités sont celles-là. Et c'est dans ce cadre-là que nous poursuivons nos travaux. Alors bien sûr, il y a aussi la dimension diplomatique de cette affaire. Dans la dimension diplomatique, de même, en particulier que ce soit la réunion à Londres, et suite à cette réunion de Londres également, la visite du secrétaire général de l'OTAN, M. Rasmussen, en Turquie, et encore aujourd'hui, la réunion qui se poursuit à Doha, mon ministre des Affaires étrangères est là, sur place, il y participe, et nous poursuivons également nos efforts diplomatiques. Mais au-delà de tout cela, que ce soit la gestion nationale, la direction nationale ou l'opposition, nous sommes un pays qui a des contacts faciles avec les deux parties. Et dans ce cadre, nous poursuivons aussi ces contacts-là. Nous avons des représentants qui nous viennent des deux côtés, le gouvernement et de l'opposition, et nous envoyons nos émissaires également. Nous essayons surtout d'éviter qu'il y ait encore plus d'effusion de sang. C'est ça que nous essayons de réaliser. Dans les pas que nous avons fait jusqu'à maintenant, à mon avis, il y a deux sujets importants. Et je pense que vous autres également, vous allez accorder toute l'importance. D'abord, vous savez bien sûr qu'un des éléments, un des journalistes du The Guardian a été arrêté en Libye. Et nous sommes intervenus pour pouvoir le libérer. Et ensuite, il y a eu également l'arrestation de même de 4 éléments de New York Times, et nous avons encore été les acteurs de leur libération. Et cela, cela montre à quel point notre relation avec les différentes parties en Libye ont des effets positifs. Et que ce soit à Benghazi, Trablus, à Misrata, nous avons pu évacuer 20 000 de nos citoyens, mais à côté de ces 20 000 citoyens, nous avons également aidé 6 000 étrangers également à quitter la Libye. Nous avons encore également évacué 321 citoyens libyens blessés avec leurs accompagnateurs. Nous les avons emmenés de Misrata à Izmir, à Tchechmé. Ils sont actuellement soignés dans nos hôpitaux. Et lorsque leur traitement sera achevé, nous allons pouvoir les renvoyer de nouveau dans leur pays. Alors nous faisons également une aide de médicaments, de l'aide alimentaire, des hôpitaux ambulants. Tout cela sont également à Benghazi, à Misrata. Nous continuons à apporter ces soutiens. Par conséquent, il ne s'agit pas simplement d'une intervention armée. Nous pensons que ce n'est pas cela qui doit être au premier plan pour arriver à la paix. Il faut d'abord essayer d'utiliser les moyens diplomatiques, les moyens pacifiques pour arriver à une solution. C'est cet effort-là que nous essayons de faire. Excusez-moi, Monsieur le Premier ministre, à propos de l'intervention militaire, l'OTAN a été critiquée dans sa manière de protéger les civils libyens. Est-ce que vous croyez que ces critiques sont fondées ou exagérées? Par rapport à ce sujet, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous essayons d'appliquer la résolution 1970 et 1973 du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est dans ce cadre que nous menons nos activités.
Et nous faisons tout ce que cette résolution autorise à faire. Nous sommes tenus par le cadre de cette résolution et nous essayons, en tant que Turquie, d'être présents et de remplir notre devoir dans ce cadre. Êtes-vous prêt à envoyer vos troupes en Libye sous l'égide de l'ONU? Dans ce domaine, l'OTAN nous a donné pour mission d'assurer surtout l'aide humanitaire, surtout à Benghazi, et également, en particulier sur le contrôle de l'espace aérien, et ça aussi, bien entendu, cela nécessite la présence de nos forces aériennes pour assurer ce contrôle. Et également, une autre tâche, c'est d'assurer, de soutenir l'embargo des armes par la voie de mer. Et là, ça nécessite également le fait que notre marine, nos sous-marins, nos croiseurs, nos destroyers doivent être également présents, et ils le sont. Donc c'est ainsi que nous apportons notre soutien dans le cadre des missions que nous a donné l'OTAN. Si on parle un peu du rôle de la Turquie dans la région, la Turquie a été sollicitée et est sollicitée toujours par quelques pays de la région pour désamorcer les crises qui secouent le monde arabe. Quel rôle cherche la Turquie à jouer vraiment dans cette région? Alors bien sûr, c'est un processus qui est un processus difficile. En particulier, Kadhafi, bien sûr, a une supériorité en armes. Et ces armes, telles qu'on peut le voir jusqu'à maintenant, malheureusement, il l'utilise de façon tout à fait négative. Hier soir, ce qui s'est passé à Misrata ne sont pas du tout des développements positifs. Si on veut un cessez-le-feu, il faut que dans ce processus de cessez-le-feu, il ne faut pas avoir recours aux armes. Et ça, bien sûr, il faut le voir. Entendre ce genre de choses, voir ce genre de choses, cela nous ennuie, bien entendu. Moi, j'aimerais dire à tout le monde arabe, au Golfe, j'aimerais leur souligner la chose suivante. La Libye, dans son entièreté, est une communauté musulmane. Il ne faut pas avoir une attitude qui pourrait détériorer notre fraternité. Le peuple libyen ne doit pas et ne peut pas être dans une attitude qui détériore notre fraternité. Que ce soit les soldats, que ce soit les civils du peuple libyen, il faut que le peuple libyen se prenne main par la main. Des Libyens qui s'entretuent, je ne veux même pas imaginer ça. Mais jusqu'à maintenant, malheureusement, il y a eu des centaines, voire des milliers de Libyens qui ont été tués. Qui tue qui et pourquoi? Il faut vraiment insister là-dessus. Oui, mais le rôle de la Turquie exactement. Est-ce que vous voulez seulement jouer le rôle du médiateur ou vraiment chercher à combler le vide politique dans le monde arabe sunnite? Nous ne pouvons pas déterminer notre propre rôle. C'est les peuples de la région qui doivent dire quel doit être notre rôle. Nous sommes le seul pays dont la population est musulmane et qui est membre de l'OTAN. Il n'y a pas d'autre pays de la sorte au sein de l'OTAN. Mais en même temps, nous sommes également un pays qui réunit l'islam, la démocratie et la laïcité. Nous sommes un pays qui applique ces trois concepts en même temps. C'est pour ça que nous ne sommes pas un régime autoritaire, totalitaire ou autocratique. Par conséquent, nous souhaitons que ce soit les demandes du peuple. Nous voulons écouter la demande du peuple. Qu'est-ce que veut le peuple? Le peuple veut la démocratie. Qu'est-ce que veut le peuple? Le peuple veut la liberté. Par conséquent, cette demande démocratique du peuple, cette demande de droit et de liberté venant du peuple, je pense que les gouvernements doivent y accorder toute leur importance. Si les gouvernements ne veulent pas écouter ces demandes du peuple, à ce moment-là, je vois ce qui va se passer. Quel est l'avenir? L'avenir, c'est que, bien sûr, il va falloir changer cette conception de gouvernement. En Libye, il n'y a pas de différence entre les chiites ou les sunnites. Il n'y a pas de chiites en Libye. La Libye est un pays totalement sunnite. Dans une telle structure, on ne peut pas parler de conflit confessionnel. Il peut y avoir des conflits entre différentes tribus, peut-être.
il peut y avoir peut-être une lutte très sérieuse entre différentes tribus, ou alors il peut y avoir des conflits d'intérêts. Pourquoi? Parce que il y a des richesses souterraines et il s'agit de les partager. La Turquie ne regarde et ne s'intéresse, ne met pas sa main, ni ses oreilles, ni ses yeux dans les richesses souterraines de la Libye. La Turquie ne veut pas que la Libye devienne un Afghanistan. La Turquie ne veut pas que la Libye redevienne un Irak. Nous voulons la paix en Libye. Nous voulons la fraternité en Libye. Et nous voulons le plus rapidement possible que cette espèce de guerre civile s'achève là-bas et que sans que le pays soit divisé, en étant un, réunifié, unifié, la Libye puisse créer son propre lendemain dans le cadre d'une démocratie, ces lendemains illuminés. Et que dire de vos voisins, la Syrie d'abord et l'Iran? Alors bien sûr, en particulier, quand je disais que la Libye ne devait pas devenir l'Irak, j'étais en Irak très récemment. J'ai vu quel était l'état de l'Irak. Et quand je suis allé là-bas, j'ai fait une chose. Je n'ai pas rencontré simplement le Premier ministre et son gouvernement. Je suis allé voir également l'imam, sa sainteté Moussa Kazem. Je suis allé voir Imam Azam Ebou Hanifeh également. Je suis allé également à Nejef voir notre Seigneur Hazret Ali Rajadallah. Et donc j'ai voulu donner un message. Pour moi, le sunni est mon frère, et la Shia également est mon frère. Moi, je suis musulman. Et je les considère comme tels. Le prophète Hazret Ali radhiyallahu anhu n'est pas simplement un musulman, un dirigeant, un calife qui aime simplement les chiites ou les alévites. Non, tous les musulmans l'aiment et l'apprécient en tant que calife. Et c'est comme ça que nous le voyons, c'est comme ça que nous l'apprécions, c'est comme ça que nous l'aimons nous-mêmes, car c'était le gendre unique de notre prophète et par conséquent, c'était le plus proche de ses parents. Et de ce point de vue-là, nous n'avons jamais une attitude négative par rapport à cela. Monsieur le Premier ministre, je tiens à vous remercier pour cette interview consacrée à France 24.